Le Nouvel Esprit Public, Philippe Meyer, bonjour. Bonjour et bonne année à toutes et à tous. Content de vous retrouver. Nous sommes à l'École alsacienne pour cette première émission de l'année, enfin la deuxième en réalité, mais comme vous savez remarqué, la première a été une rediffusion, donc un enregistrement. Nous sommes à l'École alsacienne que je remercie de son hospitalité et nous allons tenter d'éclairer certains aspects de l'actualité. Nous le ferons avec Jean-Louis Bourlange, essayiste et ancien président de la Commission des Affaires étrangères de l'Assemblée nationale, David Jayes, essayiste et président d'une société de conseil, Antoine Fouché, président d'une société de conseil et essayiste, et Lucille Schmitt, présidente de la Fabrique écologique. Nous sommes partenaires de l'hebdomadaire Le 1, dont le dernier numéro a pour titre « Pourquoi diable faire le bien ?» Il est chapeauté ainsi, dans un monde où le mal semble prendre les rênes de façon éhontée, pourquoi se mettre en danger ou sacrifier son confort au nom du bien ? On peut même se demander si la boussole des bonnes actions n'est pas faussée quand leurs auteurs souhaitent en tirer un retour sur investissement, sur plus de gloire ou d'argent, ou même activation des circuits neuronaux de la récompense et du plaisir. L'humanité peut-elle d'ailleurs s'accorder sur ce qui constitue le bien, et celui-ci est-il son apanage à l'exclusion des autres espèces du règne animal ? Je ne sais pas ce qui a motivé celles et ceux d'entre vous qui, à la fin de l'année, dans ce mois propice aux dons et aux contributions, au mois de décembre et même à cheval sur le mois de novembre, nous ont soutenus non seulement de la voix, parce que souvent leurs dons sont accompagnés de messages très encourageants et du geste, mais que ce soit pour activer les circuits neuronaux de la récompense et du plaisir, ou que ce soit de manière tout à fait gratuite, je remercie vivement, nous remercions vivement celles et ceux qui ont décidé de contribuer à notre financement et donc à notre indépendance. Juste un mot pour celles et ceux qui nous ont soutenus par chèque, qu'ils ne s'étonnent pas que leur chèque ne soit pas encore encaissé. Dans cette période de l'année, nous avons eu les années précédentes de mauvais moments avec la Poste, par conséquent nous préférons conserver l'ensemble des chèques pour les envoyer, ce qui a été fait il y a maintenant quelques jours, mais pour ceux qui ont envoyé leurs chèques juste autour de la période de Noël, qu'ils ne s'inquiètent pas. Notre prochain enregistrement public aura lieu vendredi prochain, le 16 janvier, à Sciences Po, à l'amphithéâtre Chapsal, à l'invitation du directeur de l'école. Chacun et chacune est bienvenu, il suffit, mais il est nécessaire de s'inscrire via notre site exactement comme pour les enregistrements ici à l'École alsacienne. D'ailleurs, à l'École alsacienne, le prochain enregistrement, lui, aura lieu le dimanche 8 février et on peut également s'y inscrire. Mercredi, nous mettrons en ligne l'enregistrement de nos échanges avec le public venu à l'École alsacienne. Toutes nos émissions font l'objet d'un compte-rendu analytique, un compendium, auquel vous pouvez vous abonner gratuitement et que vous recevrez dans votre boîte aux lettres de courriel chaque mercredi. Intéressons-nous d'abord au premier des deux sujets que nous avons retenus, le grand vide des partis politiques. Le système institutionnel français, organisé pour structurer une alternance entre deux blocs, fonctionne désormais avec trois forces irréconciliables. Résultat, aucune majorité stable, aucun mandat clair et la porte ouverte à la démagogie puisque personne n'est responsable. Tandis que le Parlement s'enlise, l'exécutif temporise, l'opinion se lasse. Cette résignation est liée à une fatigue démocratique sur fond de décomposition politique dont l'Assemblée nationale fragmentée est le reflet. Fin décembre, le CEVIPOF et l'Obsoco, l'Observatoire Société et Consommation, ont publié les résultats d'une enquête réalisée par l'IFOP, Priorité française. Les Français ne placent plus en tête de leur priorité le pouvoir d'achat ou l'inflation, mais le fonctionnement du système politique. L'enquête montre une délégitimation personnelle du chef de l'État, une remise en cause institutionnelle et un rejet de la classe politique. Les Français ont des mots très durs et parlent des responsables politiques comme d'une caste, dénoncée notamment pour sa surdité. La mobilisation agricole fait écho à ce désarroi de l'opinion face à un pouvoir qu'ils jugent autoritaire. Selon un sondage Ipsos-Cevipof, 34% des Français pensent que d'autres systèmes politiques peuvent être aussi bons que la démocratie.
Au très fort degré de défiance dont souffrent aujourd'hui l'exécutif et le Parlement, s'ajoute la difficulté qu'éprouvent les partis de gouvernement à apporter une réponse crédible aux bouleversements en cours. Déclin démographique, réchauffement climatique, extrême vulnérabilité du continent européen face au retour des tensions militaires et commerciales, révolution de l'intelligence artificielle. La politique se limite de plus en plus à la gestion. La France paraît privée de récits fédérateurs, observe le politologue Brice Sokol, qui rappelle que pendant des décennies, la vie politique française s'est structurée autour de visions du monde fortes, le progrès, la révolution, la nation, l'État-providence, la lutte des classes, la justice sociale. Aujourd'hui, ni la gauche de gouvernement, ni la droite classique ne racontent plus d'histoire, elles administrent, ajustent, corrigent. Leur horizon s'est rétréci au calendrier budgétaire et parlementaire, amplifié par la dissolution ratée de 2024. Engluées dans leurs divisions internes et leur obsession du casting présidentiel, les forces politiques ne parviennent pas à structurer le débat public avec de nouvelles idées, à dessiner des raisons d'espérer. Si mercredi, le président des Républicains, Bruno Retailleau, a présenté des mesures économiques pour encourager le travail, elles ont un air de déjà-vu. Dans la perspective des présidentielles de 2027, alors que les partis protestataires, le Rassemblement national et la France insoumise, sont quasiment en ordre de marche, le grand flou règne du côté des partis de gouvernement, tant sur le candidat que sur les programmes ou sur le mode de désignation. Un grand flou sur un grand vide. Sur cette question, Antoine Fouché. Oui, merci Philippe. Je pense que la question de fond, elle peut se formuler de cette manière-là. Comment se fait-il que le pays traverse une très mauvaise passe historique et que les gens en aient conscience ? Enquête Ipsos, novembre dernier, 90% des Français considèrent que la France est en déclin, 72% d'entre eux pensent que leurs enfants vivront moins bien qu'eux, et que face à cette conscience collective en fait de cette très mauvaise passe historique, il y a le sentiment que nulle part dans le spectre politique, quelles que soient les convictions des uns et des autres, on ait le sentiment d'avoir une solution qui nous entraîne au bout du tunnel. Je mettrai sur la table 3 hypothèses pour lancer la discussion. La première hypothèse, c'est une hypothèse sociologique et qui consiste à dire que, au fond, les partis n'attirent plus les talents parce que l'impuissance du politique et le fait que, comparativement au privé, pour le même niveau de qualification, d'engagement, d'intensité de travail, on y soit 2 à 3 fois moins bien payé, fait que beaucoup de gens se détournent de la politique aujourd'hui, préfèrent faire carrière dans le privé ou essayer de contribuer à l'intérêt général en ayant une action dans le privé, dans les entreprises, dans les associations, mais qu'au fond les partis politiques fonctionnent maintenant comme une anti-sélection et que elles n'attirent plus les gens qui ont ou beaucoup de gens qui ont une volonté de changer les choses, une aspiration à changer les choses et des talents pour pouvoir le faire. Et du coup, il y aurait une forme de cercle vicieux, qui est que l'impuissance de la politique détourne les talents, comme on dit, de la politique, ce qui fait que la politique est encore plus impuissante, et c'est dans ce cercle vicieux qu'on serait entraîné depuis quelques années. Et on arriverait au fond à une situation où, comme l'avait proposé Jean-Louis il y a quelques années, il faut renverser la maxime d'Edgar Faure. Edgar Faure disait la politique, ce sont des cons qui élisent des salauds. Et donc, il faut renverser le chose, à dire peut-être qu'aujourd'hui, on serait plutôt dans la situation où ce sont des salauds qui élisent des cons. Si l'hypothèse est à peu près exacte, enfin, ou en tout cas exacte, si elle explore quelque chose de la vérité là-dedans, il faut arriver quand même à la deuxième point de l'équation, c'est-à-dire les salauds, parce que les salauds, c'est nous, c'est-à-dire c'est les citoyens. Et j'en viens à mon explication la plus politique, qui est que peut-être que au fond, si les partis sont si impuissants que ça, la responsabilité peut-être première, elle est plutôt dans la société pour une raison très simple, qui est que nous sommes devenus une société d'individus, et que dans une société d'individus, tout ce qui est collectif, c'est-à-dire qui s'impose à la liberté, aux droits de l'individu, aux acquis des individus, est rejeté parce qu'il est considéré comme étant illégitime. Et dans cette deuxième explication-là, évidemment, les partis politiques, ils seraient tous sauf, ou les responsables politiques, ils sont tous sauf bêtes, ils sont tous sauf déconnectés, mais c'est parce qu'ils savent que les gens ne sont pas prêts à faire des efforts pour l'intérêt général. Et là, le dernier numéro du 1
en tout cas pose la question, qu'ils s'adaptent, et en s'adaptant, ils ne proposent pas de choses qui savent être des suicides électoraux. Je donne 2 exemples. On doit faire un effort très important et historique sur la défense. On a besoin d'argent pour ça. On sait qu'on a beaucoup d'épargne. On pourrait faire un emprunt forcé. Très risqué de faire ça. On sait aussi qu'on a la même qualification, la même productivité que les autres pays en Europe maintenant, qu'on travaille 3 ans de moins. On doit travailler 3 ans de plus si on veut cesser de s'appauvrir par rapport aux autres pays. Bon courage électoralement pour proposer ça. Et donc, dès que le sujet serait plutôt maintenant chez nous, je veux dire dans la société civile, par rapport aux partis politiques, et au fond, le vide programmatique des partis ne serait que le reflet du vide civique des Français. Et il me semble-t-il, c'est encore pas complètement satisfaisant. Donc j'en viens à ma dernière hypothèse, qui est, me semble-t-il, complémentaire des 2 premières, et qui est une hypothèse plus historique, c'est-à-dire que élite ou partis politiques et français, on serait tous dans le même sac. Et issus en fait tous de la même histoire, qui est l'histoire, et j'y reviens, l'histoire qui est notre héritage, qui est la Révolution française, où nous, Français, en fait, on a tellement attendu de la politique qu'aujourd'hui, au bout de 2 siècles d'échec de la promesse révolutionnaire, on ne peut être que déçu par la politique. On a absolutisé la politique, on a eu une croyance qui, au fond, ne s'est éteinte qu'il y a quelques décennies seulement, et qui, chaque année qui passe, continue à éteindre cette promesse-là, qui est que la politique peut changer la vie. Non, la politique ne peut pas changer la vie et ne changera jamais la vie. Elle peut un peu améliorer la vie, mais pas plus. Et donc, c'est cette attente vis-à-vis des partis politiques, ou ce sentiment de vide, il est d'autant plus fort que nous en avons beaucoup attendu. Au fond, nous avons pensé que la politique pouvait tout pendant 2 siècles. Et comme nous en sommes revenus, nous pensons maintenant qu'elle ne peut rien. Et en fait, je terminerai par là, peut-être qu'on est dans une phase, et c'est spécifique à la France, ça me semble-t-il, qui est lié à la spécificité de la Révolution française par rapport à la Révolution américaine, anglaise, néerlandaise, ou l'histoire politique de tous les pays d'Europe. On a mis 2 siècles à se dégriser ou se désillusionner de cette toute-puissance de la politique. On est en train d'en sortir, on serait dans une phase de rémission ou de transition. Et donc ça permet d'être, me semble-t-il, un peu positif, parce que oui, nous sommes au creux de la vague, parce que on ne voit pas de tunnel, mais c'est parce que les tunnels possibles, au fond, sont tous gris. C'est-à-dire ils nous laisseront dans la même vie, avec le même sentiment de devoir travailler plus, le même sentiment que la vie est plus difficile au XXIe siècle, mais ils traceraient des chemins qui permettraient de nous voir un tout petit peu le bout du tunnel. Et me semble-t-il, il nous faut encore peut-être quelques mois, quelques années, avant d'arriver à accepter que la politique ne vaut ni cet excès d'honneur qu'elle a eu pendant 2 siècles dans notre pays, mais ni l'indignité dans laquelle on la met depuis 20 ans. Lucile Schmitt. Oui, merci Philippe. Moi, je voulais rappeler comment est-ce que la Constitution de la Ve République parle des partis politiques. Qu'est-ce qu'elle dit dans son article 4 ? Elle dit que les partis politiques concourent à l'expression du suffrage. Elle dit qu'ils se forment librement. Elle dit aussi qu'ils doivent respecter la souveraineté nationale et évidemment les droits, l'exercice démocratique. Donc en fait, la Constitution de la Ve République donne aux partis politiques un rôle assez limité, qui est celui d'être une machine à gagner les élections et à organiser donc la vie démocratique électorale. Ça signifie une chose, c'est que dans la Ve République, les partis politiques ont toujours été, mis à une place qui était une place réduite par rapport au président de la République, par rapport à la hiérarchie exécutive, et ça signifie que, d'une certaine manière, comme le disait Max Weber, ils étaient là pour assurer le fait que leur chef arrive au pouvoir. Progressivement, on peut dire que leur rôle s'est accru, mais que c'était pas prévu par la Constitution, dans le cadre de l'idée que quand on veut conquérir le pouvoir, on doit porter un projet de société. Et donc, les partis politiques, on les voyait comme des partis portant un projet de société. On associait le fait de conquérir le pouvoir et de permettre à certaines personnes d'incarner cette conquête du pouvoir à un projet de société. Ça a été le cas dans le cadre de l'alternance. C'est-à-dire qu'en 1981, évidemment, la gauche, lorsqu'elle veut accéder au pouvoir, lorsqu'elle veut changer, montrer qu'elle est responsable, qu'elle peut exercer des responsabilités, elle porte un projet de société. L'alternance a permis aussi de mettre en place un projet de société. Mais je voulais quand même rappeler que Nicolas Sarkozy, lorsqu'il gagne en 2007,
Il le fait à côté de son parti et il charge une femme, Emmanuelle Mignon, de porter un projet de société de disruption où, au fond, d'une certaine manière, il va sur les terres de la gauche, il fait de la triangulation, etc. Mais donc, on voit bien que de longue date, les partis politiques en France n'ont plus porté le projet intellectuel. C'est plutôt à l'occasion des grandes élections présidentielles que les choses se sont faites et en fonction des candidats. Ça a été aussi le cas avec François Hollande. Moi, il se trouve que j'ai été aussi une sorte d'acteur sur les questions politiques. J'ai par exemple co-dirigé le laboratoire des idées du Parti socialiste. J'ai fondé la fondation de l'écologie politique des Verts. Et je peux vous dire une chose, c'est que c'est pas neuf que les partis politiques aient utilisé le projet comme un prétexte et que, de longue date, les partis politiques sous-estiment, minimisent l'importance des experts. Ils ont un rôle fondamental au moment où l'échéance n'est pas là, mais ensuite, lorsque l'échéance se rapproche, ce qui reprend ses droits, c'est évidemment la question des personnes, la désignation, et ensuite le fait que lorsque les candidats sont désignés, c'est à eux, au fond, d'élaborer leur programme. Alors, comme le disait Antoine, ça crée un profond malaise. Pourquoi ? Parce qu'aujourd'hui, on est dans une situation où le monde est instable, la société ne sait plus où on va, où tout ce qu'on a à promettre, c'est du sang et des larmes. Il n'y a qu'à regarder effectivement le projet du Parti des Républicains qu'a présenté Bruno Retailleau. Ce sont à la fois de très vieilles recettes. Au fond, rompre avec les 35 heures, ça fait quand même un bout de temps qu'on le dit, ça fait depuis 2002. Faire en sorte qu'il n'y ait plus d'assistanat social, c'est aussi un bout de temps qu'on le dit, et c'est aussi braconner sur les terres du Rassemblement national. Et donc, moi, je pense que le paradoxe aujourd'hui, c'est que lorsqu'il s'agit de projets de société, on a deux partis qui, Philippe le disait, sont des partis protestataires. Je rappelle que LFI n'est même pas un parti, c'est un mouvement qui revendique 370 000 personnes adhérentes et sympathisantes. Donc c'est pas un parti. Mélenchon dit que c'est un parti, enfin c'est un mouvement gazeux. Donc on est dans une situation où ceux qui veulent arriver au pouvoir ont eux-mêmes privé les partis de la possibilité de porter un projet. Et donc, ce qui me semble paradoxal, c'est deux choses. C'est que si on vous pose une question là sur le trottoir, on vous demande quelles sont les idées des partis politiques, vous saurez citer les 3 idées du Rassemblement national, vous saurez dire que la France va s'en sortir si elle expulse les étrangers, vous saurez dire que avec Mélenchon que la France va s'en sortir si elle sort de l'Europe, et vous ne saurez pas dire quelles sont les 3 idées du Parti socialiste, des Républicains, et vous ne saurez pas non plus dire quelles sont les idées du parti présidentiel. Ça, c'est un paradoxe. Donc, il y a un grand vide des partis politiques qui veulent exercer les pouvoirs et qui sont raisonnables. Et le paradoxe aussi que je voulais terminer de souligner, c'est que pourquoi est-ce qu'on attendait tant des partis politiques depuis une dizaine d'années ? Parce qu'on avait élu un président intellectuel qui avait une vision, qui nous avait promis de changer les choses, et qu'on se retrouve pratiquement 10 ans après dans une situation où on a le sentiment qu'il faut se reposer sur des partis politiques qui ne sont plus que des coquilles vides, alors même que ce président de la République intellectuel, portant un projet, au fond a effectué une sorte de cercle autour de lui-même pour nous faire revenir à un système qui est aujourd'hui un système beaucoup plus vieux encore que lorsqu'il est arrivé au pouvoir. David Jays. Le propos terminal de Lucile étant une démonstration éclatante que les intellectuels ne sont pas forcément les mieux placés pour faire de la bonne politique. Moi, ça fait 20 ans que je m'intéresse à la vie politique, et ça fait 20 ans que j'entends que les partis politiques ne sont pas un lieu de production intellectuelle. Et je pense que si j'avais été plus vieux, j'aurais entendu ça 30 ans, ou 40 ans, ou 50 ans. La thèse que je veux défendre, c'est que les partis politiques ne sont pas structurellement en France un lieu de production intellectuelle. Il n'y a jamais eu de parti de masse en France, au sens où la science politique l'entend, à l'exception peut-être du Parti communiste des années 50, 60, 70. Et si l'on compare la France aux pays sociodémocrates, en particulier d'Europe du Nord, on voit bien que il n'y a pas de connexion avec le monde du travail, qui est aussi un lieu d'élaboration d'idées, en particulier sur l'entreprise et sur la vie économique. Le personnel politique danois, en particulier dans les grands partis sociodémocrates, ils se recrutent dans les syndicats. Ce sont des anciens leaders syndicaux, ce sont des gens qui connaissent le monde de l'entreprise. Ça n'est pas le cas en France parce que les syndicats sont historiquement moins réformistes, ça renvoie à notre histoire du XXe siècle, que dans les pays d'Europe du Nord. Et l'autre explication de cette faiblesse des partis politiques, c'est la puissance de l'État, c'est la centralité de l'État. Et on n'a pas attendu la Ve République pour ça. Il y a une classe politique, technocratique,
relativement autonome des partis politiques. Les programmes des présidents évoqués tout à l'heure par Lucile ont été élaborés par des hauts fonctionnaires qui sont souvent dans les écuries de campagne des candidats, quels qu'ils soient, de gauche, de droite. En général, c'est des jeunes énarques de 25 ou 30 ans qui veulent monter et qui s'ennuient un peu dans leurs administrations respectives et comptent sur l'accélération qu'apporte une campagne présidentielle et la possibilité ensuite d'aller dans des cabinets ministériels. Donc je pense que le sujet, si je puis me permettre de changer un peu c'est bon là, je pense que on m'entend. Le sujet n'est pas tellement d'essayer de réveiller des astres morts, mais plutôt y a-t-il encore un désir de politique ? À cette question, je pense qu'on peut répondre oui. Parce que les Français parlent tout le temps de la politique et parce que les enquêtes d'opinion nous montrent combien la politique fait problème pour eux. La politique en tant que vie de la cité, résolution des problèmes collectifs. Donc, la question qui suit, c'est comment construire une politisation effective et durable. Je crois que la politisation, ça n'a pas beaucoup changé depuis Aristote, c'est la capacité à traduire dans des paroles des émotions et des sentiments confusément éprouvés sur la vie de la cité et à utiliser ces paroles rationnelles, organisées, pour susciter de l'action collective et ensuite des transformations et ce qu'on appellerait aujourd'hui des politiques publiques. Et donc la question qu'il faut se poser, c'est quel est le site d'expression de ce projet politique aujourd'hui. Et je crois que, et c'est un mouvement mondial, aujourd'hui la politique, c'est d'abord la capacité de groupes sociaux ou de personnalités à traduire dans le monde digital. La communication digitale a acquis une centralité de Madagascar au Népal, en passant par la Roumanie, New York, le monde entier, démocratie ou pas démocratie, c'est la capacité à traduire dans le monde digital des sentiments confusément ressentis par une majorité ou par des groupes sociaux à l'intérieur d'une société et à générer de l'engagement autour de ces sentiments. Et donc, la question, c'est pas de savoir si on va pouvoir, au sein de coquilles vides que sont les partis politiques, réinsuffler de l'engagement politique, mais c'est plutôt de se dire comment est-ce que des personnalités, notamment démocrates, qui ont envie de changer les choses, arrivent à mobiliser suffisamment de ressources narratives et de ressources digitales pour créer de l'engagement. Et ce qui m'inquiète, c'est que les algorithmes sont ainsi faits aujourd'hui que ce qui crée le plus d'engagement viral en ligne, ce sont les émotions négatives. Il y a une très bonne étude de Yann Algan qui a été faite il y a quelques mois sur ce sujet. La colère pour 50% des messages qu'on trouve sur les canaux de communication politique, la peur pour 25% des messages, et les émotions politiques toutes confondues, c'est-à-dire l'espoir, l'enthousiasme, ne représentent que 10% des messages. Et donc, le sujet, c'est d'arriver à trouver une capacité à mettre en forme des messages positifs. Et c'est un défi de taille. Je pense que dans les années à venir, les dirigeants politiques seront essentiellement des clowns et des entrepreneurs. Trump réussissant l'exploit d'être les deux. Zelensky étant plutôt un ancien clown devenu un homme d'État. Donc moi, je dis pas ça pour condamner cette évolution historique de la politique. Je dis qu'il faut la comprendre et que c'est comme ça que demain, on pourra créer à nouveau des passions politiques et du changement politique. Sinon, on sera condamné en fait à quoi ? Et je termine sur ça. À avoir d'un côté des partis populistes d'extrême droite ou d'extrême gauche qui jouent très bien avec la colère et la peur, et qui arrivent à orchestrer cette mobilisation digitale, et au milieu de l'omelette, une espèce de grand espace central, fade, gestionnaire, d'accompagnement d'un lent déclin, ennuyeux, et qui est condamné à s'éroder. Jean-Louis Bourlanges. Oui, tout ça est, à mon avis, tout à fait exact. Moi, ce que je ressens actuellement, et j'ai un peu une évolution par rapport à, c'est le fait que notre société politique est partagée entre deux tentations qui sont très différentes et dont l'implication sera déterminante pour l'avenir, qui sont la tendance à l'atomisation, à la fragmentation, et à l'inverse, la tendance à la confrontation manichéenne. Et je pense que nous sommes en train de glisser actuellement, et c'est pas pour me rassurer, de la première à la seconde. Alors l'atomisation,
elle est évidente, elle a été très bien décrite par mes camarades, et le fait, ça tient essentiellement à l'effondrement des structures collectives, à l'individualisme. Alors je suis un peu moins négatif sur le passé de la France. On dit les partis politiques n'ont jamais été très brillants en France. C'est exact, mais il y avait des forces idéologiques extrêmement puissantes de rassemblement et de synthèse. Il y en avait 3. Il y avait la sacristie, la cellule et la loge. La France était tenue. L'importance de la franc-maçonnerie dans la constitution de la République française est absolument indiscutable. Le rôle central de l'Église catholique, qui a eu du mal d'ailleurs à accepter, mais qui a fini par accepter le libéralisme, est également quelque chose de très fondamental et qui structure la grande partie de la droite française. Et enfin, le Parti communiste a été le parti dominant au moment au fur et à mesure que la France émergeait dans la société industrielle. Ces 3 forces sont en crise profonde. On voit bien l'éducation, la crise de l'éducation est révélatrice de la première, l'évolution sociologique, la marginalisation de la classe ouvrière et sa division entre immigrés et non-immigrés est au cœur de la crise de la seconde, et quant aux catholiques, la déchristianisation est assez générale. Donc on a aujourd'hui des forces qui sont individuelles, et l'individualisme provoque ces phénomènes que vous avez décrits de peur, de panique, d'angoisse et de tentation de bouc émissaire. La deuxième, dans cette même atomisation, c'est donc le refus de la synthèse. Ce qui est frappant, c'est pas, Brice Sokol dit, en fait, il y a de la politique, les associations se forment, les gens, l'entraide existe, les gens défendent des valeurs à la base. À la base, oui, mais pas au sommet. Or, la politique, les partis, etc., le président, c'est la synthèse. La synthèse a été assumée sous la Ve République par le président de la République, et c'est pas pour rien. Indépendamment des qualités ou des défauts personnels du titulaire actuel, ce n'est pas pour rien que la fonction présidentielle est rejetée comme jupitérienne, comme abusive. On aurait pu imaginer une fonction parlementaire, la restauration d'un pacte à la Malaisie France au sein du Parlement. C'est ce qu'a tenté à un moment Sébastien Lecornu, ça a été également rejeté par les socialistes en particulier, qui dit non, on va aller amendement par amendement, on ne veut pas d'un contrat qui ficelle tout le monde au départ. Donc on a troisièmement, ça entraîne effectivement un phénomène de rage contre la classe politique qui effectivement ne produit pas. Pourquoi la classe politique ne produit pas, ne répond pas à ce que lui demande la population? Pour une raison simple, c'est que la population ne lui demande rien de précis. Elle est travaillée, moi je ne critique pas, parce qu'elle est travaillée par une négativité profonde, et elle émet des injonctions contradictoires que la classe politique n'est pas en mesure à laquelle la classe politique n'est pas en mesure de répondre. C'est ce que Oscar Wilde décrit dans Dorian Gray, c'est la rage de Caliban qui alternativement reconnaît son image dans le miroir ou ne reconnaît pas son image dans le miroir. En réalité, là, les Français ne reconnaissent pas dans la classe politique leur propre image. Et donc ça conduit à une idéologie du veto, de l'opposition, de la négativité. Mais, deuxième grand volet, la confrontation. Je pense que nous assistons, et notamment c'est très très sensible depuis l'émergence de Trump à la tête des États-Unis d'Amérique, à l'affirmation d'une contre-politique, d'une contre-culture qui est extrêmement puissante, qui est une négation de notre héritage de la libération, qu'on peut résumer en disant libéral-social européen. Là, c'est évident sur le plan international, c'est pas seulement en France, c'est en Angleterre, c'est en Allemagne. L'Italie, c'est plus compliqué parce que les Italiens sont toujours plus subtils. C'est évidemment le cas aux États-Unis. Donc on a un rejet des valeurs fondamentales qui sont les nôtres, qui ont été les nôtres, et qui est un rejet assez majoritaire dans le pays si on additionne les voix de l'extrême droite
droite et de l'extrême gauche. Face à cela, comment se situent les hommes politiques? Alors, dans le bloc central, on a bien vu qu'il y avait deux réponses. Il y avait la réponse Bayrou. Quand c'était bien ou mal formulé, c'est un autre problème. La réponse Bayrou qui dit non, il faut défendre notre truc, il faut qu'on arrive pavillon haut et qu'on essaie de convaincre les Français sur des choix essentiels. Bide complet, censure massive par l'Assemblée nationale. Réponse le corps nu, non, on va rien faire de tout ça, on va rien dire, parce que nous sommes minoritaires, donc pour vivre heureux, vivons cachés. Et donc on va godiller en prenant des amendements ici et là, c'est ce que j'appelle la République des amendements, au lieu d'avoir la République des projets de loi. On est dans cette situation, et évidemment, c'est extrêmement difficile. À côté de ça, il y a deux partis, le Parti socialiste et LR, qui hésitent profondément sur leur choix. Est-ce qu'ils vont choisir le populisme? Pour le Parti socialiste, c'est LFI, qui représente une forme de trumpisme poutinien un peu inversé, et pour le Parti pour le LR, c'est évidemment des tentations très fortes du côté du RN. Donc on a une extrême difficulté, et moi ce qui m'inquiète, c'est qu'effectivement les choix marchent très forte. Ce parti de la confrontation s'appuie sur de la contestation et s'appuie sur l'atomisation du pays. Or, l'offre, et je termine par là, l'offre de ces formations politiques est une offre de soumission aux partis de l'étranger, une offre de négation, soumission. Les deux partis sont soumis à Trump et à Poutine. L'ambassadeur des États-Unis a reçu en grande pompe M. Bardella, Mme Le Pen, alors même que Trump menace en permanence les choix européens. J'ai fini. La même chose pour le parti pour la soumission, donc elle est générale vis-à-vis des deux grands, et en même temps c'est un parti de la nostalgie. On refuse, on essaie de faire en sorte que l'avenir de la France corresponde à son passé. C'est évidemment un choix totalement tragique qui ne peut mener à rien. Donc oui, mesdames et messieurs, je suis profondément inquiet. Ce sujet des partis politiques et de leur vide, nous allons avoir la chance de pouvoir le prolonger dans la deuxième partie de l'émission, c'est-à-dire les échanges avec vous, et je vous propose que nous passions à un rythme qui ne peut aller que en étant plus soutenu au deuxième sujet que nous avons retenu, qui est celui de la doctrine Donroe. De quoi s'agit-il et où cela conduit-il? Avec l'enlèvement du président vénézuélien Nicolás Maduro à l'aube du 3 janvier, Donald Trump entend désormais régir l'ensemble du continent américain et avoir la main sur l'hémisphère occidental mis au service de la prospérité et de la sécurité des États-Unis. Des élections au Venezuela ne semblent pas à l'ordre du jour. Nous attachons de l'importance à la démocratie, mais ce qui nous importe avant tout, c'est la sécurité, le bien-être et la prospérité des États-Unis, a précisé le secrétaire d'État Marco Rubio. Les États-Unis réactivent ainsi la doctrine Monroe de 1823, selon laquelle l'hémisphère occidental devait être la chasse gardée exclusive de Washington. La stratégie nationale de sécurité des États-Unis, publiée en novembre dernier, se réfère explicitement à ce précédent, tandis que la presse américaine l'a déjà baptisée la doctrine Donroe, concentré de Donald et de Monroe, Donald Trump évidemment. Les autres pays de la région, qu'ils soient amis comme le Mexique ou ennemis comme Cuba, ont été mis en garde. Ils devront coopérer avec les États-Unis ou en subir les conséquences. Les gouvernements latino-américains de gauche comme celui du Brésil se sont déclarés particulièrement alarmés par la violation de la Charte des Nations Unies. Ceux de droite comme celui d'Argentine se sont montrés plus favorables. Ceux d'autres régions du monde, et notamment en Europe, ont plaidé en faveur de la stabilité. Sur la liste des envies de Trump figurent également le Canada, le canal de Panama et le Groenland. Dès le lendemain de l'enlèvement du président vénézuélien, Donald Trump est revenu sur l'idée d'annexer le Groenland, jugeant qu'il nous le faut absolument pour des raisons de sécurité nationale. Cette sortie a déclenché de nombreuses protestations des Européens. La première ministre danoise en a été réduite à invoquer l'article 5 de l'OTAN pour protéger le Royaume contre le leader de l'OTAN. Les Européens semblent pris au dépourvu par l'accélération des événements. La doctrine Donroe
marque le retour explicite d'un monde où l'appartenance à une sphère d'influence l'emporte sur la souveraineté. Une sphère d'influence américaine extensible, bien au-delà du continent américain. En mars 2025, Donald Trump avait ordonné une campagne de frappe contre les rebelles houthis au Yémen, en juin contre les installations nucléaires iraniennes et en décembre au Nigeria et en Syrie contre des militants du groupe État islamique. Le président américain menace d'intervenir en Iran si la répression des manifestations se poursuit et il confiait ce vendredi au New York Times « Je n'ai pas besoin du droit international », assurant que sa moralité constitue son unique limite pour agir dans le monde. Sur cette question, David Jayes. Oui, alors, si on regarde l'opération au Venezuela, il n'y a pas de rupture majeure entre ce qui s'est passé il y a quelques jours et ce que les États-Unis pratiquent depuis une cinquantaine d'années dans ce qu'on a appelé l'arrière-cour. La doctrine Monroe, qui date de 1823, c'est vraiment l'idée que les États-Unis sont les régents de l'hémisphère occidental, de toutes les Amériques, et qu'ils ont cette responsabilité à la fois politique, géopolitique, morale, messianique, d'assurer la police dans l'arrière-cour. Ce qui n'était pas simple pour Donald Trump, c'était d'arriver à unir les différentes composantes de la nébuleuse MAGA qui le soutient, parce qu'on sait qu'il y a dans ce courant au moins 4 composantes. Une composante historique qu'on appelle national-populiste, le peuple contre les élites, incarné par des figures comme Steve Bannon, qui a joué un rôle important dans sa victoire de 2016. Une nouvelle composante qui s'affirme, notamment dans l'entourage de J.D. Vance, le vice-président des États-Unis, que j'appellerais volontiers néo-réactionnaire. Une composante post-libérale qui est souvent sous-estimée par les commentateurs européens, et les post-libéraux, c'est essentiellement des religieux et des évangéliques. Et puis les débris, on va dire ce qui reste de l'appareil républicain traditionnel, dont Marco Rubio est une des incarnations. Ce qui unit tous ces gens, c'est quand même que l'opération au Venezuela est légitime, parce qu'il ne s'agit pas d'une intervention militaire à l'étranger. Il s'agit, et c'est comme ça que ça a été présenté, d'une opération de gendarmerie internationale. Nicolas Maduro a été exfiltré par des officiers de police judiciaire, du Drug Enforcement Act, effectivement sous le couvert de l'armée américaine, mais par des officiers de police judiciaire. Et la première chose qui s'est passée pour lui quand il est arrivé à New York, c'est qu'il a été judiciarisé. Et ça, c'est une constante, effectivement, de l'action des États-Unis en Amérique du Sud. Donc les gens qui poussent des cris d'orfraie en disant « c'est incroyable, il y a un changement de doctrine, c'est inouï, etc. » sont soit hypocrites, soit stupides, et peut-être les deux. La seule différence notable, me semble-t-il, qu'on peut voir par rapport aux opérations téléguidées, par exemple, par Nixon et Kissinger dans les années 70, on pense à l'assassinat du président Allende et au coup d'État au Chili, c'est que Donald Trump fait les choses à visage découvert. Donc il n'y a pas d'opération secrète, tout est écrit, comme l'a dit Philippe dans son propos introductif, dans la stratégie nationale de sécurité. Cette administration Trump 2 a un mérite, c'est quand même qu'elle dit ce qu'elle fait et qu'elle fait ce qu'elle dit, donc au moins on sait à quoi s'en tenir, et donc on peut pas se cacher derrière des effets de surprise qui ne sont que des simagrées. Et la deuxième chose, c'est que il n'y a pas d'habillage idéologique. Ça, c'est certain. C'est-à-dire que beaucoup d'interventions américaines en Amérique du Sud ont été déguisées sous la nécessité de rétablir la démocratie, de permettre aux citoyens de faire des choix éclairés, du libéralisme. Bon, Trump, dans son discours, dans sa conférence de presse le lendemain de l'opération de Caracas, il a prononcé le mot pétrole 20 fois et il n'a pas prononcé le mot démocratie une seule fois. Donc au moins on sait en quoi s'en tenir. Si on essaie d'aller un tout petit peu plus loin pour comprendre pourquoi une telle accélération et ce genre d'opération, et je pense qu'il y en aura d'autres, je crois que c'est très lié à la Chine et aux États-Unis, et à la Chine et à la Russie. Il y a en Chine, et c'est mal connu ici, une accélération militaire sans précédent. La Chine a organisé un défilé pour l'anniversaire de la libération et de la fin de la Seconde Guerre mondiale il y a quelques mois, on en avait parlé dans cette émission, durant laquelle elle a fait un étalage de forces technologiques, y compris en matière de défense, sans précédent. Et donc je pense qu'il y a une accélération militaire stratégique de la Chine et que le sujet de Taïwan ne va pas tarder à se poser. Deuxièmement, la Russie s'avère, pour les Américains, décevante dans les discussions autour de la solution du conflit ukrainien. La Russie est beaucoup plus liée
interpénétré avec la Chine que ne le soupçonnait l'administration Trump. Les discussions autour de l'Ukraine sont difficiles. Il n'est pas certain qu'on parvienne à un accord en 2026, contrairement à ce qu'espéraient aussi bien les Européens que les Américains. Et donc, je pense que face à cette interpénétration sino-russe, l'administration américaine applique la doctrine des blocs, la doctrine impériale des blocs, et donc il est urgent de resserrer les rangs et de faire bloc. Il faut maîtriser l'arrière-cour, c'est-à-dire l'Amérique centrale et l'Amérique latine. Les menées sur le Groenland doivent être interprétées de la même manière. Trump l'a encore dit, encore une fois explicitement, pas plus tard qu'hier matin, où il a dit il est hors de question de laisser le Groenland à la marine chinoise ou à la marine russe. Et donc on resserre les rangs autour de l'empire américain, un empire en déclin, mais qui fait une démonstration de force. Et si les Américains veulent à ce point récupérer le Groenland, au lieu d'essayer de conclure un accord avec le Danemark, parce qu'ils claquent des doigts, ils ont un accord économique extrêmement favorable avec le Danemark, et militaire bien sûr, c'est parce qu'ils n'ont tout simplement aucune confiance dans l'Union européenne et dans les pays européens, dans leur capacité à résister à la pression chinoise et à la pression russe. Et donc moi je comprends ça comme une démonstration de force d'un empire aux abois. Dernier élément extrêmement important, et c'est Gilles Gressani, c'est l'ami Gilles Gressani qui a dit ça sur France Inter l'autre jour, j'ai trouvé ça très intéressant. Le changement de régime, il n'est pas tant à Caracas qu'à Washington. C'est-à-dire qu'à Caracas, on a simplement enlevé un président, et vous avez vu, c'est la vice-présidente qui gouverne. Il n'y a pas de retour des opposants. La prix Nobel de la paix est parvenue au Venezuela, donc il n'y a aucune intention d'opérer un changement de régime. En revanche, le vrai changement de régime, il est à Washington. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de changement de doctrine géopolitique, mais il y a un changement de régime politique, au sens où Trump s'est complètement exonéré du Congrès. On n'informe même pas le Congrès, et il a justifié ça en disant on risque d'avoir des fuites dans la presse si on commence à informer le Congrès. Et dans les 4 composantes MAGA dont je parlais tout à l'heure, que ce soit les post-libéraux, les néo-réactionnaires, les populistes classiques et même les républicains traditionnels à la sauce Rubio, tout le monde converge sur le fait que, compte tenu du danger russe et en particulier chinois, nous devons changer de régime et nous avons besoin d'un empereur ou d'un dictateur comme dans la République romaine pour nous protéger face à l'imminence des périls. Et donc le fait le plus intéressant peut-être, c'est qu'on a un changement de régime à Washington. Lucille Schmitt. Oui, moi je crois que ce qui est important par rapport à ce qui vient de se passer au Venezuela, c'est aussi de prendre le temps de comprendre comment les choses vont se dérouler réellement. Évidemment, l'opération a été parfaitement réussie. C'est une opération incroyable en termes de professionnalisme lorsqu'il s'agit d'enlever un chef d'État et sa femme. On imagine bien qu'il y a eu des complicités au Venezuela qui montrent comment Nicolás Maduro était en fait détesté et comment il y avait une envie de changement, y compris dans les cercles proches. Mais c'est une opération parfaitement réussie, quasiment cinématographique. Et en fait, notre tentation, lorsqu'il s'agit de commenter aujourd'hui ce que fait Donald Trump, c'est de nous situer dans une ambiance type série Netflix, saison 1, saison 2, avec cette accélération, et en fait, par exemple, se précipiter pour dire qu'il y a une doctrine d'Onro au bout de 2 jours, je suis pas sûr que ça s'est passé comme ça au 19e siècle. Donc on est dans une situation où moi j'inciterais à être relativement prudent avant déjà de considérer qu'il y a une doctrine. Et est-ce qu'il n'y a pas plutôt une logique du côté de Donald Trump de faire des coups en se disant, au fond, Nicolás Maduro était détesté de la population, avait une opposition extrêmement forte à l'étranger. On sait que Marco Rubio en fait un élément pour affaiblir Cuba. Enfin, il y avait quelque chose de l'ordre d'une logique de coup, plutôt qu'à mon sens d'une doctrine. Et par rapport à ce que tu disais, David, s'ils attaquent le Groenland, qui fait partie de l'OTAN, là, je pense qu'il y aura quand même un changement de la doctrine américaine vis-à-vis de ses alliés. Et il me semble qu'on peut considérer que, certes, renouer avec une politique interventionniste aux Amériques, ce qui n'était pas le cas depuis le début du 21e siècle, c'est quelque chose de traditionnel. Le faire comme le fait Donald Trump, ensuite en menaçant de s'approprier le Groenland, c'est quelque chose de profondément, c'est une rupture. Donc, à mon sens, ne disons pas tout de suite qu'il y a une doctrine, constatons qu'il y a une logique de coup du côté de Donald Trump. Et constatons aussi que le principe de réalité pourrait revenir assez vite. D'abord parce qu'il fait confiance effectivement à la vice-présidente vénézuélienne. Très bien, on verra ce qui peut se passer. Et j'observais qu'un des anciens conseillers de Bush avait remarqué, aux États-Unis, plusieurs voix se sont élevées du côté de commentateurs républicains pour dire Donald Trump a dit c'est certainement pas l'Irak.
en rappelant qu'en 2003, on avait dit que c'était certainement pas le Vietnam, l'Irak. Donc il y a quelque chose sur le risque d'enlisement par rapport à ce qui s'est passé au Venezuela qui me semble être un point essentiel, surtout lorsqu'on dit qu'on veut s'approprier les ressources pétrolières et que lorsqu'on invite les compagnies pétrolières américaines à la Maison-Blanche, on ne peut pas dire que ça suscite l'enthousiasme. Pourquoi ? Parce qu'on le sait, premièrement, le pays est dans un état terrible. Deuxièmement, lorsqu'il s'agit d'exploiter ce pétrole, ça réclame, comme l'a dit d'ailleurs Donald Trump, des dizaines de milliards de dollars d'investissement. Et ensuite, parce que ça suppose la présence dans un pays dont on ne connaît pas la stabilité à horizon de 2 à 3 mois. Donc attention à ne pas qualifier, à ne pas nous mettre dans un régime dans lequel la vie politique, la géopolitique est aujourd'hui déterminée à l'horizon. C'est ce que veut Donald Trump, heure par heure, en fonction des coûts. Il me semble que là, Donald Trump a pris un vrai risque et que le risque qu'il a pris par rapport à ce que disait David, là je suis tout à fait d'accord, en associant, en réussissant à coaliser les différentes forces MAGA, ça dépendra du succès de ce qu'il nous vend, qui est l'idée qu'au fond, il prend une position au Venezuela, qui est une position de prédation s'emparer des ressources pétrolières et non pas décider de mettre la démocratie au Venezuela. Mais que va-t-il se passer dans les étapes qu'il continue de manière effectivement assez clownesque, comme tu le disais, à continuer à promouvoir? Il y a un vrai sujet. Moi, il me semble qu'un des points essentiels par rapport à cette supposée doctrine, c'est aussi qu'est-ce que va faire l'Europe? Que va-t-il se passer sur le Groenland? Moi, j'ai vu des tas de discussions qui m'ont semblé extrêmement pointilleuses sur le fait que l'Union européenne ne pouvait pas se prononcer parce que, je vais terminer, Philippe, parce que tout simplement le Groenland est dans un statut particulier, ne fait pas partie de l'Union européenne. Je vois bien comment Donald Trump, lui, il ne s'embarrasse pas de détails, et la façon dont l'Union européenne s'embarrasse aujourd'hui de détails pour réagir par rapport à ce qui se passe me semble être extrêmement préoccupante. Je crois qu'il est temps que l'Union européenne cesse de s'embarrasser de détails vis-à-vis de Donald Trump. Antoine Fouché. Oui. Moi, ce qui me frappe dans cette histoire, c'est que je trouve que quand on essaye de chercher une logique rationnelle à l'intervention, on la trouve pas. Il y en a au moins deux. Il y a la logique rationnelle. On essaye d'exporter la démocratie, de lutter contre le communisme, comme c'était le cas dans la guerre froide, etc. Ça, c'est pas du tout ça. Ils le revendiquent même pas. Bon. Mais même le pétrole ne marche pas parce que le jour même ou le lendemain où, certes il a prononcé 20 fois le mot pétrole, mais enfin le lendemain ou l'après-lendemain, le patron d'ExxonMobil et la plupart des majors ont dit de toute façon ça coûte trop cher d'exploiter le pétrole vénézuélien, donc on n'ira pas. Et donc il y a une forme de tension. Mais Pardon, juste un mot sur cette histoire de pétrole parce que je trouve assez typique de la méthode de Trump. Effectivement, il s'est passé tout ce que tu as dit, mais le surlendemain du surlendemain, Trump a dit oui d'accord, non mais ça fait rien, c'est très bon pour l'asphalte. Et donc on s'en servira pour faire de l'asphalte et ça ira parfaitement. Et le coup d'après, il dira on s'en servira pour faire des glaces. Il y aura peut-être un surlendemain et dans lequel on dira encore autre chose. Donc ce qui veut dire, me semble-t-il, quand on écoute les experts là-dessus, ils donnent plutôt raison à ExxonMobil sur le thème. C'est très 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 coûteux et peut-être en fait pas rentable et donc peut-être que ça se fera jamais d'aller chercher le pétrole là-bas. Donc il n'y a pas de logique rationnelle. Et quand il n'y a pas de logique rationnelle, on est un peu embêté parce que du coup on risque de tomber dans le complotisme, pour aller essayer de trouver une explication. Et là où je joindrai et Lucille et David sur l'explication, c'est que il faut découpler, me semble-t-il, Trump et le fond. C'est-à-dire, on peut très bien avoir de la part de Trump une logique de communication ou de spectacle ou à la Netflix, comme disait Lucille, qui est une espèce de démonstration de force où il est content d'aller chercher un leader, un dictateur d'un pays sud-américain et de faire une démonstration de force de la puissance américaine. Mais en fait, cette démonstration de force n'est qu'un aveu de faiblesse. Me semble-t-il, parce que c'est comme il n'y a pas de logique rationnelle, comme il n'y a pas de stratégie, comme il n'y a pas de doctrine derrière, en tout cas géopolitique, ça ne peut que échapper. Les conséquences de ce qu'il a fait ou ce qu'ils ont fait ne peuvent que leur échapper et donc aboutir à des conséquences qu'ils n'ont pas anticipées ou pas voulues. Et il y a un contraste énorme, me semble-t-il, entre les États-Unis qui capturent Maduro en début 2026 et les États-Unis de 1948 qui
parce qu'ils ont les moyens, sauve Berlin-Ouest avec un effort d'une générosité rarement vue au XXe siècle et qui contraste absolument avec ce qu'ils font 70 ans plus tard. Et donc, on pourrait dire l'Empire américain n'a plus les moyens d'être généreux. On a vu ça il y a quelques séances du Nouveau Esprit public. La production industrielle américaine, c'est maintenant 25% de la production industrielle chinoise. Ils ont plus de l'avance que dans l'intelligence artificielle. Et donc, c'est un empire qui se replie sur lui-même et qui fait des démonstrations de force à court terme parce qu'il n'a plus les moyens d'être généreux et dominant dans l'ensemble du monde. Mais, et je terminerai par là, l'idée que derrière, au fond, Trump ne serait que le clown et que derrière, il y aurait quand même une visée ou un agenda. Et que cet agenda serait davantage intérieur qu'extérieur, ce qu'a dit David en reprenant Gilles Gressani. Moi, j'ai été assez convaincu aussi par cette analyse du grand continent qui a publié fin décembre le texte Jarvis Kurtin, qui est le théoricien, l'un des théoriciens en tout cas néo-réactionnaires de la Maison-Blanche, très influent à la Maison-Blanche, et qui dit quand même, et le grand continent s'appuie là-dessus pour dire, au fond, 2026 commence par une accélération totalement inattendue. Et ce n'est que le début, parce que Trump est un révolutionnaire au sens propre du terme, que l'agenda derrière, c'est de changer de régime aux États-Unis, et que le propre d'une révolution, c'est, pour ne pas s'effondrer, de toujours devoir accélérer, et que dans ce texte-là, il fait le diagnostic qu'au fond, Trump, en 2025, n'a pas été assez loin, qu'il risque d'être définitivement entravé par les midterms qui se présentent mal, et que donc, soit en 2026, il renverse complètement la table, c'est-à-dire il y aura et invasion du Groenland et pas de midterms à la fin de l'année, soit, en fond, il n'aura fait que s'inscrire dans l'impuissance des régimes avec lesquels il a proclamé auprès de sa population rompre. Jean-Louis Bourlanges. Oui, moi je suis assez sensible à ce que vient de dire Antoine sur le caractère un peu contradictoire de la démarche du président Trump. Je pense qu'il y a une hésitation fondamentale entre deux concepts, le concept de MAGA et le concept de MAZA. MAGA, c'est Make America Great Again, et MAZA, c'est Make America Small Again. Et je pense que ce qui se passe actuellement est à la charnière de ces deux ambitions qui sont paradoxalement vécues, pratiquées, auxquelles on répond de façon simultanée. Contradictoire ou complémentaire, c'est à voir. Alors côté MAGA, c'est évident. On a une volonté d'élargissement du périmètre américain. On le voit en Amérique latine, avec le contrôle d'un certain nombre de pays, dont effectivement le Venezuela aujourd'hui, pas pour des raisons idéologiques. Le principe de l'intervention au Venezuela, c'est vous me donnez votre dictateur et vous gardez votre dictature. D'autre part, nous avons la même chose avec la Colombie, nous avions la même chose avec le Panama, et nous avons effectivement des alliés potentiels en Argentine, au Chili ou ailleurs. Donc on a une pénétration très forte des États-Unis. Alors là, je m'inscris en faux par rapport à la référence au président Monroe. La déclaration Monroe, la doctrine Monroe de 1823, elle émane d'abord d'un pays qui vient de se libérer du joug colonial, c'est-à-dire qui s'est émancipé de sa puissance coloniale qu'était le Royaume-Uni, et qui estime que les autres pays d'Europe, d'Amérique latine, doivent bénéficier de participer à ce même mouvement d'émancipation et remettre en cause les puissances colonisatrices européennes qui sont le Portugal pour le Brésil et l'Espagne pour une grande partie du reste. Donc on a là une doctrine d'émancipation. Évidemment, l'émancipation ne va jamais, la nature est horreur du vide, sans une volonté d'implication. Mais là, nous ne sommes pas du tout dans cette situation. Nous sommes dans une volonté de prise en main très, très caractéristique. Au nord, c'est la même chose. La revendication sur le Canada, elle est difficile à satisfaire, mais elle est fortement exprimée. La revendication sur le Groenland,
elle est plus facile à réaliser et elle est également très brutalement exprimée, avec quand même une difficulté particulière, c'est qu'elle implique a priori un conflit direct, évidemment asymétrique, avec les pays européens. Et on voit à quel point, par exemple, un pays comme le Royaume-Uni, en dépit de ses liens fondamentaux avec les États-Unis, réagit de façon assez vive. Donc on a ça. Sur le plan toujours MAGA, on a la volonté très claire de prendre en main l'Europe, de lui imposer des droits de douane qui sont défavorables, de détruire l'Union européenne en la divisant, et on nourrit donc des partis. L'ambassadeur des États-Unis reçoit donc en grande pompe Monsieur Bardella et Madame Le Pen. On nourrit des partis qui vont saper la capacité de résistance, d'union et de résistance collective de l'Europe face à Trump, également face à Poutine. Bon. On a enfin les opérations en Iran. Et alors là, avec un élément central qui est qu'il y a l'agent d'exécution absolument parfait, génial, disposant d'une armée formidable et de moyens d'investigation et de manipulation considérables, qui est Israël. Mais à côté de ça, à côté de MAGA, il faut voir qu'il y a une tentation de massacre. D'abord, le projet même. Le projet est un projet idéologiquement tradit. C'est un projet néolithique. Il s'agit de contrôler des territoires proches, d'élargir ce qu'on appellerait en France le précaré. Et en revanche, on renonce en face de ça à ce qui était la base de l'Empire américain, c'est-à-dire une manipulation de type britannique d'ailleurs à l'origine, une manipulation hégémonique, celle du maître des mers, qui contrôle un certain nombre de points d'appui et qui effectivement agit. Alors l'Iran est une contre-indication de ça, mais à cause d'Israël, qui vraiment fait le travail, mais pour le reste, c'est absolument fascinant. L'Europe, très bien, mais la logique fondamentale d'une Europe divisée sera de se rapprocher de Poutine. Il faut être aussi obstiné et orgueilleux que Poutine pour ne pas comprendre qu'il y a là une matière, à condition d'avoir une paix à peu près bricolée avec l'Ukraine, de rapprochement avec l'Europe. Deuxièmement, c'est regarder dans la NSS 20 de M. Trump, il y a quelques lignes seulement sur la Chine. Le discours à l'ONU de Trump consacré presque exclusivement à l'Europe, donc à son allié. En revanche, ignorance totale de ce qu'il faut faire exactement dans le Pacifique, en Chine, avec une inquiétude évidemment énorme de la part des alliés. Donc on a bien cette tentation d'un repli, c'est-à-dire d'opposer à un impérialisme hégémonique idéologique un nationalisme rétracté sur les hémisphères américains, dépourvu du levier idéologique qu'on abandonne, le symbole étant l'abandon de Voice of America, etc. Mais au-delà de ça, le discours de Vance en Europe en disant on n'a rien à faire de cette solidarité idéologique affirmée par M. Truman et par M. Eisenhower dans l'ancien temps, ça ne nous intéresse pas, nous sommes pour le nationalisme, pour l'autorité, pour l'unilatéralisme et tous les instruments de la puissance impériale américaine, nous les détruisons. Et là, je conclus comme mes camarades, effectivement, que l'enjeu fondamental au bout de tout cela, c'est la subversion de l'ordre intérieur américain et l'installation d'un régime qui serait lui aussi illibéral, et manifestement, ce processus est largement engagé. Merci. Sur les deux sujets que nous avons traités, nous allons pouvoir continuer à aller de pessimisme en pessimisme dans les échanges que nous aurons avec vous tout à l'heure. Pour le moment, l'heure a sonné de notre dernière séquence, celle des brèves, que j'introduirai rapidement en recommandant un livre de Thomas Boucher, CHET, qui s'intitule « Nom d'oiseau » et qui se sous-intitule « L'insulte politique de la Restauration à nos jours ». C'est en livre de poche. On y verra, entre autres, que la violence et la vigueur des insultes n'est pas nouvelle, loin s'en faut. Ce qui est nouveau, c'est la qualité littéraire des insultes en question, et je dirais même la qualité historique. C'est-à-dire que les insulteurs sont allés à d'autres écoles que les insulteurs d'aujourd'hui, ou même quand ils ne sont pas allés à l'école, ils ont à cœur de donner à leur insulte un caractère, un contenu, je dirais même de la substance.
substance. Le livre de poche, donc, a publié Nom d'oiseau de Thomas Boucher. David Jays. Oui, Sacha Guitry disait de Pasteur, si vous demandez aux Français qui sont leurs deux personnalités préférées, ils répondront le général de Gaulle et Louis Pasteur. Si vous demandez aux Allemands, ils répondront Goethe et Louis Pasteur. Si vous demandez aux Anglais, ils répondront Shakespeare et Louis Pasteur. Et donc, j'ai relu récemment une très bonne biographie de Pasteur qui est sortie en 2022 de Michel Morange, extrêmement intéressante parce qu'on découvre un Pasteur qu'on ne connaît pas. Le Pasteur que connaît l'opinion courante, c'est le Pasteur qui a découvert le vaccin contre la rage, grande figure à la fois du Second Empire et de la République naissante, couvert d'honneur. Et en fait, Pasteur, c'est d'abord ce qu'on appellerait aujourd'hui un entrepreneur expérimentateur. C'est-à-dire que ce chimiste se lance dans tout un tas d'expériences, des cristaux de paratartrate au verre à soie d'Alès, en passant par la bière, le vin, alors c'est très agréable, le charbon du mouton, bien sûr. Il arrive à chaque fois à mobiliser des ressources, des collaborateurs, des moyens pour faire ces expériences. Il importe l'expérimentation dans le monde de la lutte contre les maladies infectieuses. Il est passionné de polémique, il passe sa vie à soutenir des controverses à l'Académie de médecine, à l'Académie des sciences. Il se fait attaquer avec des débats terribles dont on a oublié la violence autour de la génération spontanée, par exemple. Et ça a été très très difficile de faire triompher ses idées. Mais on découvre aussi un personnage très généreux avec ses collaborateurs, toujours soucieux de la réussite de ses étudiants. Enfin, une personnalité extraordinaire. Moi, j'ai une très grande admiration pour Louis Pasteur et je recommande à chacune et chacun qui s'intéresse à cette personnalité de lire la biographie de Michel Morange. Jean-Louis Bourlange. Oui, moi je voudrais rendre hommage, un hommage appuyé au livre de Françoise Méloniot, qui est une biographie d'Alexis de Tocqueville. Et ce qui est intéressant, c'est que c'est un livre évidemment très très sérieux, un livre d'universitaire. Et bien malgré tout, il a, bien que ce soit un livre universitaire, un très grand succès de librairie. Les libraires ont épuisé le contingent, l'éditeur édite, ce qui prouve qu'il y a au cœur de ce pays une attente assez profonde sur des valeurs essentielles qui sont celles qu'incarnait Alexis de Tocqueville et notamment le goût de la liberté. Donc ne désespérons pas totalement du pays. Ce livre, cette biographie est formidable. Elle est d'une qualité d'érudition, de précision et d'élégance de style tout à fait remarquable, mais elle nous montre un Tocqueville qui est très intéressant. D'abord, elle nous montre un personnage profondément non conformiste. Alors évidemment, il n'était pas conformiste puisqu'il a renoncé aux valeurs et aux solidarités politiques de son milieu, qui était ultra, et qu'il a porté vers le libéralisme, voire la démocratie et la République. Il était également non conformiste dans ses choix personnels. Il a épousé une femme qui était pas très jolie, pas très titrée, pas très riche, mal reçue dans la société. En plus, elle avait mauvais caractère, mais malgré tout, il n'a pas été fidèle parce que c'était l'habitude à l'époque, c'était quand même que les hommes faisaient un peu ce qu'ils voulaient. Mais il a été très très dévoué et constamment présent, et c'est un choix qu'il a imposé à sa famille. Sa famille a consenti d'ailleurs, et c'est la marque d'un esprit. Les gens qui épousent des femmes pas très jolies sont des gens qui aiment leurs femmes. Deuxièmement, alors ce que montre également, c'est ce que j'appellerais la contradiction. J'ai presque fini. Oui, mais c'est quand même Tocqueville. Hein. Oui, c'est quand même, comme on a déjà parlé 3 fois, je pense la contradiction, qu'on peut aller à l'essentiel. En 2 mots, la contradiction entre l'optimisme fondamental de la démarche de Tocqueville, qui est dans ses livres, il croit à la conciliation possible de l'égalité et de la liberté, et le fait qu'il agit en permanence en tant qu'homme politique à un moment où c'est la réaction qui l'emporte. Il est donc constamment pris entre 2 feux. En somme, et je résumerai ce livre ainsi, ce qu'illustre la biographie de Tocqueville par Françoise Méloniot, c'est que Tocqueville est un héros platonicien. Sa vraie vie, c'est dans les idées, c'est dans les livres, et sa vie concrète, elle est faite de frustration, de difficultés, c'est l'ombre de la caverne. Selon la tradition de cette émission, chacun peut dire ce qu'il veut de n'importe quel livre, y compris de ceux dont on a déjà dit du bien, parce que c'est justement la preuve qu'on les lit. Et comme Jean-Louis est le 3e à dire du bien du livre de Françoise Méloniot, si vous n'allez pas l'acheter en sortant, c'est que vraiment vous ne nous faites pas confiance. C'est pour ça qu'il est épuisé. Lucille Schmitt.
D'abord, moi, je suis sûre que Jean-Louis est le premier à dire que les hommes qui épousent des femmes pas très jolies sont remarquables. Je voudrais quand même réagir, étant la seule femme, et avec, j'espère, un peu d'humour, en disant que les femmes qui épousent des hommes pas très jolis sont aussi remarquables. Donc, oui, mais Jean-Louis te répondra que les hommes qui sont pas très jolis, ça n'existe pas. Bon, on va arrêter le débat. Alors, moi, j'ai un tropisme pour le Pacifique Sud, et je voulais, pour cette raison, recommander un polar, qui est un polar ethnographique, parce que je n'avais quand même pas recommander un polar qui soit juste un polar, parce qu'on est entre intellectuels. Donc, il s'appelle Et Noir, qui se situe aux Marquises, donc qui est au nord du Pacifique Sud. Et pourquoi est-ce que c'est écrit par Marin Ledin? Pourquoi est-ce que c'est un polar ethnographique? D'abord parce qu'il parle beaucoup d'oiseaux et pas de noms d'oiseaux, comme le disait Philippe, mais il parle de flore, il parle de faune, il parle évidemment de tout ce qui est sur une île, c'est-à-dire le caractère endémique de ce qui est sur une île. La question du meurtre d'une jeune femme est un peu un prétexte pour une introspection intérieure, mais tel que je le décris, vous avez peut-être plus envie de le lire. Je vous assure que par ailleurs, l'intrigue policière est fondamentalement passionnante et que les îles Marquises, c'est un petit bout de France et que donc ce qui est très intéressant, c'est comment est-ce que, à travers ce polar, on élargit au fond notre horizon au-delà des États-Unis, de la France, de l'Europe, mais qu'on va voir un petit peu ailleurs comment est-ce qu'au fond le monde fonctionne sur une île. Antoine Fouché. Oui, moi je voudrais recommander un documentaire qui a l'air un peu austère comme ça, mais qui est vraiment passionnant et qui est construit comme un polar et qui s'appelle Paris-Berlin, destin croisé, et qui est en fait l'histoire de l'incarnation de la politique dans l'architecture, et à Paris et à Berlin, et en miroir des deux depuis 3 siècles. Et c'est vraiment passionnant parce que d'abord on voit comment les deux villes se sont construites l'une par rapport à l'autre, et il n'y a pas beaucoup d'éléments architecturaux de l'une qui ne répond pas à l'autre réciproquement. Ensuite, il y a des moments absolument géniaux de révélation, en tout cas pour moi, où par exemple Alexandre Gadi explique que le dôme des Invalides, c'est au moment où le roi part à Versailles, l'incarnation la plus visible du roi, et que le roi n'a jamais été aussi visible que quand il est parti aussi visible dans Paris que quand il est parti à Versailles. Et puis il y a une dernière raison, la vie personnelle a fait que j'ai vécu à Berlin, et j'ai toujours trouvé que à Berlin on y vit, c'est moins beau. On y mange beaucoup moins bien, mais il y a une forme de confort et d'espace qui fait qu'on y vit mieux. Et je trouve qu'avec le documentaire, on comprend ça. On est 2 millions de Parisiens à vivre dans 100 km². Et les Berlinois, sont 3 millions à vivre dans 900 km². Et donc, on comprend vraiment dans le documentaire cette spécificité de la vie parisienne qui est faite un peu de plaisir et de fatigue, de beauté et d'insalubrité, de joie de vivre et quand même d'agressivité aussi. Et on ne trouve pas ça du tout à Berlin. Et le documentaire donne 3 siècles d'éclairage de ce contraste de vie parisienne et berlinoise au début du 21e siècle. Et rien que pour ça, c'est vraiment passionnant. Je proteste, il y a de très bons restaurants à Berlin. Oui, mais c'est des restaurants italiens. Vous voulez bien. Et beauté et insalubrité, ça pourrait être un programme pour les municipales à Paris. Si je ne dérange personne, je vais peut-être en profiter pour d'abord vous annoncer que nous avons enregistré, nous le diffuserons je suppose vers le début du mois de mars ou la fin du mois de février, une émission sur Paris avec Alexandre Gadi, l'historien auquel Antoine vient de faire allusion, le remarquable historien. Je connais personne qui est l'érudition aussi joviale qu'Alexandre Gadi. Ce sera aussi l'occasion de se rappeler ou d'apprendre à beaucoup que Louis XIV s'est beaucoup intéressé à Paris, contrairement à ce qu'on croit. Louis XVI aussi, d'ailleurs, avec beaucoup de décisions intéressantes. Bref, nous n'abandonnerons pas Paris à la tyrannie de l'actualité. Nous vous donnons rendez-vous mercredi pour la diffusion des échanges que nous allons avoir maintenant, mais aussi vendredi prochain à Sciences Po en public. Vous pouvez vous inscrire sur notre site. Je remercie Sophie Jacquin avec qui cette émission a été préparée, Benoît Carré qui va en assurer le compte-rendu analytique, le compendium, Nicolas Tourneau qui veille à notre site, tandis qu'Olivier Magloire veille à tout ce qui tourne autour des plateformes de financement, Michael Fristo et Fabrice Gros, grâce à qui cette conversation a été enregistrée, Julien Neuville et Nouvelles Écoutes qui nous produisent, et l'École alsacienne qui nous reçoit. Merci et à tout à l'heure.